rentables et ils ferment leur société. Mais moi, ça m'arrive tous les jours de discuter avec des mecs, ils ont 65 ans, 68 ans, ils sont toujours dans la boîte. Enfin, donc, ouais, ils ont Mmh. envie de lâcher à un moment donné, ces mecs-là. Mmh. Donc, ils trouvent des solutions. Enfin, là, j'ai accompagné Pierre, justement, là, qui était, tu vois, il était conducteur de travaux en BTP. Il Mmh. vient de reprendre sa première boîte, là, qui fait 1,6 million de chiffre d'affaires et 230 000 de résultats. Il a mis zéro apport dedans. Welcome on this podcast. Vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et vous l'entendez, je suis en pleine forme. Je suis de retour des États-Unis. Et aujourd'hui, on va faire un point avec Julien sur la reprise d'entreprise. Pas de start-up qui lève des milliards, mais comment racheter avec parfois 0 € d'apport des business qui sont rentables. On va voir avec Julien tout le process d'identification de la cible, comment on l'achète, comment on approche le dirigeant, quelle vérification est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on reprend la gestion de la société, comment on la valorise, etc. Avant de démarrer, j'ai plein de points à vous raconter. Donc en fait, je vous le disais, ça fait la troisième fois en fait que je vais aux États-Unis en un an. J'avais fait le Texas il y a à peu près un an. En gros, j'ai bien aimé. Ensuite, j'étais retourné voir mon associé au Canada, puis j'avais fait un tour à New York et à Washington qui au final, voilà, ça avait été aussi mon premier voyage aux États-Unis. Là, c'était la 6e fois que j'y allais en fait, qui au final, ça m'a pas fait les mêmes émotions que là, d'être de nouveau, au grand air, donc en Floride. La Floride, c'était la 2e fois que j'y allais. Première fois, ça avait été en 2016 et là, donc j'ai fait Floride, j'ai été jusqu'à la Louisiane, jusqu'en Nouvelle-Orléans. Je vais vous faire un petit point sur les États-Unis avant de démarrer parce que, vous le savez, c'est le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Alors effectivement, j'ai un peu abusé niveau voyage. J'ai notamment été aussi en Asie à l'enterrement de vie de garçon de mon banquier principal, qui est avant tout également un ami. Et j'avais été aussi à Dubaï récemment, plus voilà des escapades un peu à droite à gauche. Mais c'est ça la vie, hein. C'est aussi pour ça qu'on travaille dur tout le reste de l'année. C'est pour ça que je travaille 2 fois plus dur que la plupart des gens pour en profiter également. Et puis, c'est justement le petit point que je vais vous faire. Point États-Unis. Ensuite, je vais vous faire un petit point sur les dingueries françaises. Et puis après, on attaquera l'épisode avec Julien. Épisode très intéressant qui sort un peu du contexte de l'immobilier, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis peut-être pour les personnes qui veulent changer de vie professionnelle, souvent le podcast s'appelle Bye Bye Patron. En fait, c'est souvent des personnes qui ont peut-être un métier qui ne leur convient pas, soit il n'est pas assez payé, mais souvent peut-être on n'a pas de sens dans ce qu'on fait. Et donc, ça peut être intéressant de pourquoi pas reprendre une entreprise. C'est une solution parmi d'autres. Et je trouvais que Julien il la présentait plutôt bien, voire très bien. Et donc, ça peut être une solution à laquelle on ne pense pas forcément, alors que la plupart des personnes, je pense, si on leur demande qu'est-ce qui ne va pas dans ton job, c'est souvent un peu la hiérarchie ou le manque de sens ou le manque de responsabilité ou de pas être rémunéré à sa juste valeur, alors que tout ça, ça peut être réglé si on est à son compte. Par contre, il y aura nul doute d'autres contraintes qui vont s'appliquer. Donc, petit retour sur les USA, j'ai déjà dû vous en faire parce que vu que ça fait 3 fois que j'y vais en un an, qu'est-ce que j'aime aux USA, à votre avis? C'est la liberté. Alors, moi, je fais pas du tout de politique et en fait, j'ai pas ni la télé ni la radio et je lis quasiment plus les journaux. Donc, quand j'ai dit que j'allais partir, c'est décidé en fait en moins de 2 semaines. Quand je dis que j'allais partir aux USA, on m'a fait tout un laïus, enfin certains qui sont un peu sûrement matrixés sur voilà l'administration Trump, etc. Moi, je suis pas là pour juger. J'ai été à Dubaï, j'étais pas là pour juger le système politique. Je vais très souvent en France. Le système politique, il est pas parfait non plus. Voilà, il y a plein de personnes qui vont au Maroc, en Thaïlande, où c'est des monarchies. Bon, voilà, on ne voyage pas pour voter pour adopter ou non la politique d'un État. Je pense qu'on veut, c'est plutôt un peu les conséquences peut-être des politiques en place, à savoir qu'on puisse se balader dans la rue sans se faire agresser, par exemple. Et et puis, qu'on puisse profiter de l'endroit. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter sur les États-Unis? Les États-Unis, chaque fois, ce qui marque, c'est vraiment le pays de la liberté. Et ça, on peut pas leur enlever, surtout quand on voit toutes les contraintes que nous, on peut avoir en Europe.
Et je vous donne 2-3 petits exemples. C'est tout bête, mais par exemple, j'ai fait 2 fois du kayak. J'ai fait du kayak avec, les dauphins, de nuit. Donc je sais même pas si en France on pourrait faire du kayak de nuit. Donc là, j'ai fait du kayak de nuit. Il y a les dauphins qui étaient tout près, dans un endroit où bien sûr il y avait des alligators, donc j'étais en Floride. Et j'avais pas de gilet de sauvetage. Le type, il m'a juste demandé: «Est-ce que tu sais nager?» Je lui ai dit: «Oui». Il m'a dit: «Tu veux un gilet?» J'ai dit: «Non, c'est pas la peine». Il l'a mis sur le bateau, il a dit: «Bon, voilà, si tu as besoin, tu le prends». Pareil, j'ai fait, du vélo, 2 fois du vélo électrique à Miami et en Nouvelle-Orléans et là, c'était au choix: «Est-ce que tu veux un casque ou non?» Donc une fois, je l'ai pas pris à Miami parce que il faisait beau et que je roulais plutôt cool et puis à la Nouvelle-Orléans, les vélos, ils allaient à plus que 30 kilomètres/heure donc j'en ai mis un et pareil, j'ai fait du cheval et là, c'est ce que je vous recommande, hein, si vous êtes pas expert en équitation comme moi, c'est de toujours prendre un cheval, un casque ou une bombe plutôt comme on dirait, pour, les branches les branches dans la forêt parce que votre cheval, il se balade un peu n'importe où et puis c'est très, très utile. Mais pareil, tu peux signer un waiver, il y a pas de souci, donc une décharge. Si tu veux pas de casque, elle était même étonnée, donc que je ne signe pas, la décharge pour le casque. Je lui ai dit: «Bah, écoutez, moi, je suis pas un expert de l'équitation». Donc voilà, pareil, j'ai fait du jet ski, on vous laisse très vite, en fait, libre. On a fait un je sais pas, on a dû faire 10-15 minutes, de jet ski et après les 10-15 minutes, un peu pour aller à un endroit, le type, il a dit: «Bah, vas-y, là, tu as toute l'étendue, tu fais comme tu veux, tu restes juste entre cette zone et cette zone». Je sais pas, c'était peut-être 3 kilomètres et du coup, tu peux aller à fond, tu peux faire des donuts, tu peux faire des sauts. Voilà, vraiment, il était, bien sûr, on avait signé aussi une décharge et puis, si on cassait le jet ski, il y avait des réparations à payer. Mais c'est vraiment la liberté, en fait et je trouve qu'on le sent dans beaucoup d'endroits, dans la façon, dont les personnes, sont là également, ce qu'elles font, ce qu'elles entreprennent et cetera. On sent vraiment cette liberté que, je trouve qu'on a perdue et quand j'avais fait le débrief sur Dubaï, j'avais dit qu'il y avait plein de points positifs, mais par contre, on sent pas du tout, hein, forcément cette liberté. La sécurité à Dubaï, elle est aussi liée à beaucoup de contraintes. Je trouve qu'aux États-Unis, il y en a moins. On les voit moins, on les sent moins en tout cas. Après bien sûr, le pays n'est pas parfait, mais on sent vraiment cette liberté et moi, vu que je suis podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets et c'est très important pour moi de voilà, se sentir libre. Faut le dire aussi, les États-Unis, c'est un pays qui est beaucoup moins dense et densément peuplé que, la France. Par exemple, le Texas où j'avais été il y a un an, je crois que la France, si je dis pas de bêtises, c'est 550 000 kilomètres carrés et je pense que le Texas, c'est entre 700 et 800 000 et ils sont que, 30 ou 31 millions. Je dis tout ça de tête, mais en gros, il y a de la place et on le sent un peu partout. Voilà, on se sent plus libre tout simplement et moi, c'est vraiment la nature que j'apprécie aux États-Unis plus que les grandes villes. Bon, j'ai fait quand même, la plupart des grandes villes, New York, Washington, Boston, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Voilà, au Texas, il y a 4 des quasiment 10 plus grandes villes des US, Miami et cetera et en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est la nature donc se sentir libre et c'est super agréable. Donc voilà, petit point aussi, c'est, la relation qu'ils ont aux impôts, mine de rien. Je l'avais vu au Texas et je l'ai aussi vu là, à la capitale dans la capitale de la Floride, j'étais à Tallahassee et et ben, tu peux rentrer dans ce qu'ils appellent, le Capitole en fait, donc c'est un peu leur assemblée nationale, mais à l'échelle de de l'État fédéral, hein, pas de l'État enfin de l'État du state quoi, enfin des 50 États. Donc la Floride, le Texas, pas au niveau, justement, fédéral et en fait, tu peux rentrer comme tu veux. Tu as juste une petite sécurité qui vérifie, bien sûr, tu passes, tu mets tes affaires, dans un détecteur de rayons X et toi, tu passes sous un portique de sécurité. Mais ensuite, une fois que tu es dedans, tu as pas besoin de rendez-vous, tu as même pas besoin de montrer tes papiers d'identité et tu es là et en fait, l'idée, c'est vraiment, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris, en fait, c'est chez vous, vous payez des impôts, le Capitole, c'est chez vous, c'est la maison du peuple et donc je me suis baladé, en fait, je cherchais un peu mon chemin, je me suis baladé, j'étais dans les bureaux, tu peux voir les débats des assemblées, hem, donc du Sénat local et de la House of Representatives. Donc c'est vraiment super intéressant et je pense qu'en France, on peut aussi accéder assez facilement à l'Assemblée nationale avec un rendez-vous, via son député, je pense.
mais c'est quand même une autre relation que là, tu rentres. Je me suis vraiment baladé dans les bureaux, j'ai vu des gens qui sortaient de réunions, et cetera. Et bah, c'est un autre rapport, je trouve, à l'État, en tout cas sur ce point-là, qui me conviendrait le mieux parce que quand on nous prend la moitié de ce qu'on gagne, et ben, on peut, on peut aller voir un peu, ce qui se passe, dans, les sphères politiques. Après, je vous fais, les 2-3 autres points que j'ai notés. Les armes, alors c'est assez intéressant. Bah, je suis allé tirer, hein, quand je vais aux États-Unis, j'aime bien les tirer. Hem Et en fait, on était, bah, vous pouvez regarder sur une carte, ça s'appelle Tallahassee, c'est la capitale, de l'État de Floride. Donc c'est pas Miami ou Orlando. Et en fait, on était vraiment au fin fond, bah, c'est quand même, assez perdu, hein. Il y a pas trop de Français qui vont jusque là-bas. Et on était un peu, c'est souvent les stands de tir, c'est un peu dans des zones commerciales comme ça en périphérie des villes. Et bah, en fait, au stand de tir, on était 4 Français, alors que c'était pas une activité organisée via le Routard ou que sais-je, ou sur un site spécialisé. On était vraiment allés comme ça, on a dit: «On veut tirer». Et 4 Français sur les 4 personnes qui étaient là. Après, je pense que c'était vraiment un hasard. Les le couple qui était là, je leur ai un peu parlé, c'était, visiblement vraiment des fans de tir et cetera. Mais mais mon ami avec qui j'étais, il m'a dit, «Tout va bien en France». Les gens, ils s'entraînent à tirer. Bon, voilà, je pense que c'était vraiment anecdotique, faut pas le prendre pour, une tendance, de fond, mais quand même, c'était assez surprenant. Donc ça, c'est le point sur les États-Unis aussi. Heu, j'ai j'ai fait un tour, souvent ça s'appelle un tour hanté, je pense que vous avez déjà dû faire ça, pour certains d'entre vous. Je l'avais fait à Prague aussi, on peut le faire, voilà, on vous raconte un peu des anecdotes, paranormales sur des endroits. Et en fait, c'était, je sais pas, une dame, la cinquantaine, qui nous faisait le tour de nuit. Et elle avait un pistolet, à la ceinture, bien visible. Alors je pense que ça dépend des États. Là, c'était dans l'État, de l'Alabama, mais je pense que ça dépend des États si on montre ou non son arme qu'on porte. Je crois qu'il y a des règles, mais c'était une ville vraiment paisible, hein. Et hem et donc elle avait, son arme. Elle a dit: «Ah oui, mon mari, il est plus rassuré quand je sors avec ça, vu que c'est la nuit, puis dans le tour, je sais jamais qui c'est qu'il y a». Donc voilà, c'était assez surprenant. Et quand j'ai fait le tour à cheval, pareil, on a parlé avec, la monitrice, et elle avait, je sais pas, peut-être 25 ans. Elle nous expliquait qu'elle avait, un une arme dans la voiture et puis une chez elle. Donc c'est toujours surprenant, mais après quand on voyage, hein, c'est aussi pour être un peu, dépaysé. Et ça, j'avais pas vu ça au Texas, alors que bon, je suppose que c'est, quand même, un État encore plus orienté là-dessus. Enfin, en tout cas, voilà, c'est toujours, surprenant à voir. Après, elle avait l'air tout à fait, confiante. Et ce que peut-être que, si vous avez un peu été aux États-Unis, vraiment, là, que ce soit le Texas, la Floride et la Louisiane, un tout petit peu moins, mais c'est vraiment des endroits hyper tranquilles, hein. Il y a aucune, enfin, ça a rien à voir avec ce qu'on a en Europe dans les rues, en tout cas. Il y a pas de, enfin, en tout cas, dans tous les États, j'ai fait peut-être 2 000 kilomètres en voiture, j'ai pas tout vu, mais là, j'ai dû faire, ouais, 1 500-2 000 kilomètres. Vraiment, c'est tranquille, quoi. Les rues, c'est calme, c'est propre, ça se passe bien. On n'est pas dans le chaos, enfin, à chaque fois que je reviens en France, c'est assez, frappant. Mais même, je veux dire, dans toute l'Europe, c'est vraiment un autre niveau. Ça a rien à voir, c'est beaucoup mieux qu'en Allemagne, c'est beaucoup mieux que dans, franchement, c'est quasiment, j'avais été à Monaco 3 semaines avant, bah, c'est du même niveau qu'à Monaco. Bah, après, il y a des plus petites villes. À Miami, j'étais à Miami Beach, j'ai fait 50 kilomètres de vélo, on allait dans Miami et cetera. C'est vraiment tranquille, en fait, les gens, il y a pas de nuisances comme ça, de musique, vraiment à fond, de voitures garées n'importe comment, de poubelles, à l'arrache et cetera. En fait, c'est vraiment, je pense, ce qui gêne le plus les gens en Europe, c'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est pas non plus de la grosse, délinquance ou que sais-je, mais c'est un peu, voilà, je sais pas, on a l'impression qu'il y a plus trop de vivre ensemble. Et là, alors aucune idée si les gens, ils vivent mieux ensemble ou non, mais en tout cas, il y a pas ces petites gênes qu'on peut avoir, en Europe. Je sais pas si c'est culturel ou si c'est politique ou quoi, mais voilà, ça fait du bien. Et puis bon, les États-Unis, ce qui est trop bien, tout le monde vous parle, donc tu as plein de choses à raconter, tu parles à tout le monde. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien y aller, parce que je parle anglais, je parle pas, thaï, je parle même pas, en espagnol
ou portugais. Donc vraiment, quand je suis dans des pays où les gens parlent anglais, c'était un peu pareil à Dubaï, mais aux États-Unis, forcément, tout le monde parle anglais. Et ben, c'est super agréable de pouvoir parler à tout le monde et d'avoir des gens qui viennent vous voir directement. Ça peut être pour n'importe quoi, hein, pour vous dire qu'ils aiment bien la façon dont vous êtes habillé, ou ils vous entendent parler en français, ou surtout quand on a été un peu dans les endroits un peu plus perdus. Ils nous demandaient, ça se voyait que c'était des gens qui restaient, qui avaient pas beaucoup voyagé et tout, qui vivaient avec la nature et qui bougeaient pas beaucoup, en tout cas pas en dehors des États-Unis. Et le point que j'avais aussi noté, c'est sur l'écologie. Alors c'est vrai que du coup j'ai pas la télé, mais quand je la regarde de temps en temps, ou quand je vois les affiches, et cetera. Enfin, en Europe, tout est tourné vers l'écologie et principalement le CO2. Là, aux États-Unis, bon, je pense que je vous surprendrai pas, mais sur les 2000 kilomètres que j'ai pu faire, j'ai pas vu une seule pub pour, une banque responsable, une voiture qui consomme, pour sauver la planète, tout ça, on le voit pas du tout. Donc c'est presque déroutant, de voir cette différence. Et par contre, le point, donc tout ce qui est CO2, vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout, impliqués là-dedans. Par contre, quand on parle aux gens, ils sont, je trouve, beaucoup plus proches de la nature que nous, on ne l'est. Voilà, on voit, ils voient souvent des animaux. Déjà, je pense qu'un Européen, souvent on est urbain, on voit très rarement des animaux. On voit, je sais pas, des chevreuils de temps en temps quand on va courir dans la forêt, mais c'est assez rare. Eux, ils sont plus proches de la nature. Il y a plus d'animaux, j'ai l'impression, aux États-Unis. Et des dauphins, j'ai vu 3 fois des dauphins, par exemple, une fois en kayak un peu, c'était pour. Après j'ai fait un tour en hélico, j'en ai vu d'en haut, dans la mer. Et puis, j'en ai vu même, je me baladais au bord de la mer, et j'en ai vu comme ça depuis un fort. Donc en tout cas, ils connaissent mieux la nature, j'ai l'impression, que nous en Europe. Ils savent les arbres, quelle taille ils font, où est-ce qu'ils poussent, dans quel environnement. Heu, voilà, ils sont, je trouve, niveau biodiversité, ils sont, à mon avis, beaucoup plus informés. Et puis, ils ont des meilleures connaissances que nous en Europe. Par contre, c'est vrai que le CO2, alors là, il y a rien en fait. J'ai vu aucune pub sur le sujet ou quoi, là où j'ai l'impression que en Europe, toute la communication est orientée vers ça, en tout cas en ce moment. Donc voilà, ça c'était pour les États-Unis. Et après, le dernier point, mais ça c'est valable pour tout, les meilleures expériences. Alors après, c'est chacun qui se fait son avis, mais c'est des choses payantes. C'est pour ça que vous êtes aussi sur le podcast, des gros billets. Voilà, j'ai fait de l'hélicoptère, j'ai fait du jet ski, j'ai fait du kayak, j'ai fait du vélo électrique 2 fois. Voilà, c'est et mine de rien, et ben j'ai fait une sorte de, j'étais comme dans un espèce de parcours Vita avec des, je pense que ça s'appelle parcours Vita partout en France, enfin des parcours, voilà, santé où les gens ils courent, etc. Et il y avait des plans d'eau avec des plein d'oiseaux et des alligators. Donc ça, c'était gratuit, c'était sympa. Mais par contre, après, j'ai fait du kayak où il y avait des lamantins et des alligators. C'était mieux, voilà, et c'était payant. Donc souvent, les activités payantes, et je trouve les activités aussi qui incluent un moteur, souvent, c'est ce qui nous reste, c'est les meilleurs souvenirs qu'on peut en avoir. Donc voilà, sur le débrief des USA, je sais pas quand j'y retournerai, mais il y a beaucoup de choses que j'apprécie, là-bas. Et après, très probablement que je pourrais m'organiser un peu le même, type de voyage en, en Europe. Et bon, pour l'instant, je le fais pas, voilà, c'est je trouve que c'est, sympathique, en tout cas, de faire un gros voyage, un gros road trip comme ça. J'avais déjà fait l'ouest des États-Unis, le Texas, le nord-est. Et c'est toujours très sympa, même si le retour, il est toujours un petit peu compliqué. Ensuite, j'ai deux, trois autres points à vous faire. Alors, le point suivant, ça va être sur l'épisode d'il y a 2 semaines. Je vous avais dit comment atteindre, qu'est-ce qu'on fait avec 1000, 10 000, 100 000, 500 000, 1 million d'euros. Et cet épisode, il a été super bien reçu. Donc, je n'avais pas fait de débrief parce que j'avais préparé l'épisode de la semaine la semaine dernière avec Christelle avant de partir. Mais j'ai eu des super bons retours, notamment de Angus, Massimo, Philippe, mais encore plein d'autres. Et tout le monde était à peu près d'accord avec moi sur mon analyse du private equity, que c'est pas forcément le meilleur plan, et sur les obligations. En tout cas, merci, ça me fait super plaisir d'avoir des retours comme ça. Souvent, on me demande de faire plus d'épisodes tout seul. Ça va très probablement arriver si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite.
Je le ferai avec grand plaisir, mais merci et puis n'oubliez pas, bien sûr, de, commenter, soit de commenter les posts Instagram ou soit bien sûr de me laisser une petite note sur Apple Podcast ou, ou sur, Spotify. Voilà, ça c'est pour, donc le retour sur le podcast d'il y a 2 semaines. Ça me met beaucoup toujours de temps à faire ces épisodes solo parce que, je fais des recherches, j'essaie aussi de mettre mes idées au clair. Mais, ça fait très plaisir d'avoir comme ça des commentaires un peu élogieux. Donc ça, c'est super. Ensuite, le point que je voulais vous faire juste, c'est sur les petites actualités françaises. Je vais pas, bien sûr, je vais pas non plus, taper, sur ce beau pays. Mais, je vous rappelle juste pour, ceux qui auraient raté un peu les dernières actualités en termes de, fiscalité. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Surtaxe temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Donc pour les en fait, c'est pour, si vous êtes investisseur boursier. Après, il y a d'autres points, mais investisseur boursier, donc voilà, il y a, des entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfices, il va y avoir, une contribution exceptionnelle. Hem, les taxes sur les réductions de capital, souvent la réduction de capital, elle était pas taxée, donc en fait, c'est les sociétés qui rachètent. Souvent, en fait, au lieu de verser des dividendes, quand on fait, par exemple, si une société, elle a vendu une filiale ou des bâtiments et cetera, quand elle a un peu un profit record, souvent, en fait, elle rachète ses actions plutôt que de distribuer des dividendes. J'en parle longuement dans ma formation, sur la bourse, mais en gros, voilà, c'est impacté très fortement et très négativement une baisse du dividende. Donc les sociétés, elles préfèrent avoir des dividendes qui sont constants, voire en légère augmentation, mais pas avoir trop de fluctuations et donc en fait, très souvent, elles rachètent des actions pour les annuler. Donc, maintenant, taxe de 8% sur ces réductions de capital. Augmentation, j'en avais déjà parlé, augmentation de 33% des impôts, sur la taxe sur les transactions financières. Donc ça avait été introduit par Nicolas Sarkozy à 0,1%. Ensuite, on est passé à 0,2, 0,3. Maintenant, on est à 0,4%. Donc c'est une augmentation tout simplement de 33% des impôts. Donc je vous avais fait un point, il s'avère que les sociétés européennes, elles performent plutôt bien ce début d'année et puis avec Trump, qui est un peu le chien fou en ce moment, dans ses annonces, hem, il s'avère que les sociétés européennes ont fait plutôt des bonnes performances boursières. Mais moi, je vous l'avais dit il y a je crois que c'était fin d'année, je suis, en train de quasiment sortir de toutes les actions françaises que je détiens parce qu'en fait, je trouve que c'est trop compliqué et il y a en fait, le risque, il est pas récompensé. Maintenant, voilà, on a de nouveau donc cette augmente la taxe sur les transactions financières, hein, c'est sur les sociétés, si je dis pas de bêtises, qui sont cotées en France. Donc on la paye, c'est plus cher que le courtier maintenant, en fait, c'est 0,4 à l'achat, hein, donc à l'achat uniquement et donc voilà, augmentation, je vous avais fait un point il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus quand j'en avais parlé. La réforme du LMNP, elle vous coûte, 100 €, sur, les par mois sur, les appartements que vous avez payés, si vous avez payé 100 000 €. Donc, 200 € si vous avez payé 200 000, 50 € si vous avez payé 50 000. Voilà et il y a, ça y est, visiblement la franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs. Donc, je pense que ça avait fait pas mal de bruit si vous n'avez pas suivi les personnes qui sont auto-entrepreneurs. Donc, en fait, c'est les sociétés qui se créent le plus. Elles avaient une franchise de TVA, donc elles ne payaient pas, elles ne facturaient pas la TVA et avant c'était à, 37 500 € pour les prestations de services et 85 000 € pour les activités commerciales. Et maintenant, le seuil, il a été abaissé à 25 000 € en sachant donc que, c'est très difficile dans la plupart des métiers, en fait, de répercuter cette TVA. Donc en gros, pourquoi? Parce que souvent, en fait, c'est des clients particuliers. Moi, vu que j'ai étudié la finance pendant, 13 ans, j'ai fait des cours, donc je suis plus ou moins expert comptable. Hem et en tout cas, pourquoi je dis plus ou moins? Parce que je pourrais être expert comptable si j'exerçais ce métier, mais je ne le fais pas. Donc pourquoi est-ce que, ce qu'on disait à l'époque, c'était moi j'étais étudiant, je comprenais pas, on disait: «Oui, mais la TVA, c'est pas un impôt. En fait, on fait que le collecter, pour le compte de l'État». Oui, mais vendre quelque chose à 100 ou 120 €, ça a rien à voir, surtout
Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, c'est le client consommateur final qui paye ça et ben, il s'avère que, très souvent quand on est auto-entrepreneur, on va faire des petits travaux chez les gens. On va être, je sais pas, prothésiste ongulaire, coiffeuse ou que sais-je et du coup, le client final, c'est un client particulier, donc pour lui, la TVA, elle a un énorme impact. Et donc voilà, le seuil il a été abaissé à 25 000 € de chiffre d'affaires. Donc est-ce que les, personnes vont, continuer leur activité ou la diminuer? Je pense qu'il y a quand même un risque, voilà, de faire ça, en fait, de tout simplement diminuer pour ne pas passer ce seuil parce que, ben, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup la TVA. Rien que moi, par exemple, je vends vous le savez très probablement, je vends des formations et bah, je les vends à qui? Je les vends à, des particuliers, hein, la plupart du temps. Bah, la TVA, c'est 20 de marge en moins, tout simplement. Donc c'est quand même très, très, très significatif. C'est plus significatif que l'impôt sur les sociétés, par exemple, où on peut déduire, beaucoup de choses. Là, voilà 20 si on se les prend comme ça, 20 de marge en moins, ça pique quand même. Donc voilà, ça c'est un peu les dernières réformes qu'il y a eu et ah oui, hop, punaise, je vais vous faire 30 minutes d'intro, mais désolé. Les points aussi, un point qui a fait énormément réagir, en fait, c'est juste donc pour rappel, si vous le savez pas, après moi je parle de ce que je connais bien. La France, c'est des impôts que je paye parce que, je paye énormément d'impôts, notamment sur les achats d'immobilier et les taxes foncières. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit bien utilisé. Donc pour rappel, si vous n'êtes pas au courant, la France en fait, collecte environ 45 du PIB en impôts et en dépense 57. Donc il y a quand même un écart qui est assez significatif et en fait, il faudrait que vous pour juste être à l'équilibre, il faudrait payer, un quart d'impôt en plus. Donc en fait, vous en payez pas assez contrairement à ce que vous pensez par rapport au niveau de dépenses de l'État. Pour rappel également, la plus grosse dépense de l'État de très, très loin, c'est, les retraites. Les retraites, on ne cotise pas pour sa retraite, contrairement à ce qu'on dit, on paye pour les actifs, qui sont là. Donc en fait, hem pardon, pour les retraités qui sont là, les actifs payent pour les retraités. Donc vous cotisez pas, c'est pour ça que je fais ce podcast sur l'investissement pour que vous soyez pas pris de court parce qu'on le sait très bien, la démographie, elle est changeante et il y a de moins en moins d'actifs pour un retraité. Mais en tout cas, un quart du budget de l'État sur 1 000 € collectés, il y a un quart qui va aux retraites. Donc c'est un fait, c'est comme ça, et on va pas blâmer les retraités parce que, ben, ils ont, suivi, ce qu'on leur a dit de faire, bien entendu. Après là où c'est un peu plus compliqué, c'est que en même temps, les retraités, ils vendent des maisons à 1 000 000 €, qu'ils ont payé 60 000 € et en plus, c'est le plus gros poste de dépense de l'État. Peut-être que dans un monde plus juste, faudrait faire un arbitrage là-dessus, mais bon, c'est pas, à moi d'en juger. En tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, donc, c'est faut bien tenir compte du fait que l'État dépense à peu près comme si vous gagnez 2 200 € et il dépense 2 800 € par mois, en sachant que c'est quasiment, c'est pas des investissements. Il est pas en train d'acheter de l'immobilier locatif et donc j'ai les petites, donc en fait, ce qui a fait beaucoup réagir, souvent on parle, de un peu la France d'en bas, ceux qui ont pas de moyens, les personnes qui sont au RSA et cetera. Et ça a fait beaucoup réagir parce qu'en fait, pour un appartement, j'ai eu, donc c'est une mère de famille avec, 3 enfants, qui s'est portée candidate. Donc elle avait la garantie Visale jusqu'à 1 200 €, donc plus que le loyer, donc elle avait, comme droit 2 912 € de CAF. Donc, en fait, j'ai un extrait, un print screen de site de la CAF. Donc elle avait un RSA majoré, allocation de soutien familial, allocation de logement familial, prime d'activité dû majoré pour isolement, alors qu'elle travaillait pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, on m'a dit clairement que c'est bon, j'étais locatif qu'elle ne travaillait pas. Allocation familiale, allocation de base, PAJ, PAJE, je sais pas exactement. Donc c'était 2 912 € par mois. Donc ça a bien, j'ai un peu partagé ça en story, ça a bien fait réagir. Ensuite, il y a plein d'autres allocations, qui existent également, hein. Donc voilà, c'est sûr que, ça motive pas forcément à aller travailler, mais ça, c'est en bas de l'échelle et après en haut de l'échelle, bah, il y a des scandales, en fait, tous les jours. Donc on le voit très bien, donc il y a à la fois au niveau de la Commission européenne, Ursula von der Leyen s'est augmentée de 2 700 € si je dis pas de bêtises récemment. Et puis, il y a, le Alexis Kohler, punaise, en plus il a un nom alsacien. J'espère que c'est pas un Alsacien, hein. Donc lui, je sais pas si vous avez suivi, en gros, l'État s'est porté garant pour 2,7 milliards pour la boîte de ses cousins dans laquelle il a travaillé, en l'occurrence MSC. Donc voilà à quoi, servent vos impôts. Ils vous remercient, donc c'est à la fois en bas et en haut, hein, si vous êtes, entre les 2 et ben, c'est nous qui payons, hein, malheureusement.
Écoutez, c'est comme ça, mais n'hésitez pas quand même à, voilà, un peu remettre en question tout ça et vous parce qu'on a l'impression que, enfin, les gens, ils sont voilà, c'est normal en fait qu'on vous qu'on nous vole la moitié de ce qu'on a pour aller le donner à MSC. Je sais pas, c'est des c'est les dirigeants, c'est surtout au moment des multimilliardaires ou à des personnes, bah, qui ne travaillent pas. Il y avait une autre personne aussi qu'on m'a proposé, elle travaillait à mi-temps, elle gagnait, c'était un métier, je crois, aide-soignante, enfin pas très bien rémunéré, 700 €. Pareil, 2 000 € d'allocation. Bon, au moins elle travaillait, mais moi je veux plus de en fait, vous le savez, j'ai eu mon appartement détruit et donc je veux plus de, par une mère de famille, qui travaillait pas, tout simplement, qui avait la garantie visale. Donc moi j'en veux plus de ces locataires qui ne travaillent pas. Voilà et puis j'ai pas envie de soutenir un état, enfin un état de fait qui ne me convient pas et qui je trouve est nuisible à, mon pays de naissance. Voilà pour, les dernières news. On attaque enfin avec Julien. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'immobilier et beaucoup de reprises de société avec Julien. Salut Julien, comment ça va? Salut Thio, ça va en pleine forme et toi? Yes, trop bien. Et bah du coup, tu le sais, j'ai toujours une première anecdote que je souhaite que les invités racontent avant de se présenter rapidement. C'est est-ce que tu peux nous partager un job ingrat peut-être de ton ancienne vie de salarié parce qu'on va voir que maintenant c'est plus le cas. Tu as travaillé à la défense ou alors avant, je sais pas si tu as fait des petits boulots ingrats. Puis, bah, je te laisse commencer avec ça et puis ensuite tu pourras nous dire, bah, qu'est-ce que tu fais à présent et ensuite on reviendra sur ton parcours. Ouais, bah merci beaucoup. Petit boulot ingrat, ouais, donc enfin on le disait, j'étais salarié, enfin j'étais juriste d'affaires à la Défense quand j'ai terminé ma mission de salarié, mais bon, j'ai fait des petits boulots avant aussi. Bah, j'ai bossé dans un magasin Auchan, enfin au rayon électroménager, mais peut-être le boulot un peu plus ingrat, c'est quand j'étais étudiant, c'est j'ai bossé à l'usine. Donc enfin moi je suis originaire de Saône-et-Loire et on a une usine ArcelorMittal et en fait ben, mon père bossait là-bas et du coup moi en job d'été je partais bosser là-bas aussi et donc je faisais les postes en 3-8 donc je me levais à 4 heures du matin pour aller nettoyer les grosses machines avec bah, toute l'huile enfin qui sert à L'huile activer brûlante. les bouillons, voilà Ouais. enfin, c'était vraiment tu bossais vraiment dans des conditions qui étaient pas forcément ouf, mais bon, il fallait remettre en marche les machines donc qui s'arrêtaient pendant la période d'été. Donc ouais, peut-être le boulot le plus ingrat que j'aurais fait, Mmh. c'est celui-là, mais au moins ça forge un peu le caractère, on va dire. Yes. Et c'était des hauts fourneaux ou c'était autre chose? C'était l'activité, il faisait C'était quoi? alors l'activité c'est fourneau du coup donc Ouais. ils font des bobines d'inox enfin d'alu qui Mmh. transforment et eux c'est au fourneau mais après quand les fours sont à l'arrêt ça met énormément de temps à se mettre à l'arrêt Mmh. mais quand ils sont à l'arrêt ben il faut faire l'entretien il faut vérifier que tout fonctionne bien il faut remplacer les éléments qui sont endommagés donc moi j'étais pas vraiment au fourneau après il y a les autres fourneaux qui tournaient autour donc ouais il fait très chaud quand tu bosses là-bas. Yes. OK. Bah, on va et maintenant tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais exactement? Comment t'occupes tes journées? À part prendre le soleil dans le sud de la France. Ouais, donc j'habite du côté d'Aix-en-Provence. Donc il y a le soleil, mais après mes journées, donc aujourd'hui, donc alors j'ai quitté mon poste de salarié et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat par une voie qui est peut-être un peu pas forcément classique aujourd'hui, parce que quand on a envie d'entreprendre, on se dit bah je vais créer ma boîte, je vais me lancer. Enfin, on parle souvent en France des startups, voilà, des grosses levées de fonds qu'on a. Enfin, c'est le gros message. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui existent et qu'il y a des dirigeants qui vendent leur entreprise. Donc moi, je suis parti sur du rachat d'entreprise, donc la reprise d'une société qui existait déjà, enfin qui fonctionne déjà, qui a déjà des clients, qui a déjà du cash qui rentre. C'était un peu l'objectif en fait de pas partir d'une feuille blanche de zéro. Parce que j'avais pas forcément moi l'esprit créatif et puis aujourd'hui c'est super compliqué enfin avec le niveau de concurrence qu'on a et pour se lancer en fait et espérer
toucher des revenus rapidement, ça peut mettre beaucoup d'années pour certains entrepreneurs. Donc l'idée c'était de partir d'un actif qui existait déjà, sur lequel on pouvait se baser et qui pouvait remplacer en gros ton salaire directement. OK. Parce que c'est vrai on le dit souvent que je connais pas les chiffres et puis après, il faut voir aussi pour quelles raisons les sociétés ferment, mais il y a une grosse partie des sociétés dans les 5 premières années, qui ferment. Donc si toi déjà t'arrives déjà à passer, à prendre que les survivants de cette période, bah voilà, c'est déjà, beaucoup plus simple. OK et du coup, on va décortiquer, tout ce process. Tu quitté il y a combien de temps là? On est en 2025, t'as quitté quand? C'était 2020, fin 2020, ouais. OK, ouais. Et tu quel âge à peu près? Et j'avais là ça fait 5 ans, j'avais 32, 33. Oh, OK, ouais. OK, super intéressant. On va décortiquer le process. Donc toi, je pense qu'on va pas passer trop de temps dessus, mais tu étais aussi investisseur immobilier, tu avais profité de ta période, de salarié pour faire ça. Hem, est-ce que, parce que souvent on le dit et je pense que c'est un à la fois d'un point de vue, mindset et d'un point de vue euro, l'immobilier, c'est un bon moyen pour ensuite aller vers autre chose, c'est pas une fin en soi. Est-ce que du coup, tu penses que ton parcours parce qu'à la base, si tu étais juriste d'affaires, je pense que tu as fait des études longues, voilà, on était, bien, moi j'ai fait des études, pour être expert comptable, on est bien dans le moule. Encore expert comptable, tu es à ton compte, mais voilà, à la base, je pense que 10 ans plus tôt, tu te disais pas que tu allais reprendre des sociétés. Est-ce que ta ta vie d'investisseur, elle t'a fait, changer un peu d'état d'esprit? Et est-ce que, peut-être des plus-values ou les remboursements que tu as fait, ça t'a aidé pour démarrer dans cette activité de reprise, d'entreprise? En fait, c'est absolument ça. Enfin, j'étais dans le moule, comme tu disais. Enfin, c'est vraiment j'appelle le script. On aime bien. Enfin, un type de parcours que vous devez connaître, enfin, que tu connais certainement et les L'autoroute auditeurs du connaissent millionnaire. aussi. Voilà, parle du script aussi. Et c'était exactement ça, en fait. Moi, j'étais conditionné à faire des bonnes études, à avoir un bon boulot, et puis ma vie était tracée comme ça, quoi. Jusqu'au jour où je me suis intéressé justement à l'immobilier, parce que je me posais la question par rapport à la problématique des retraites en France, du coup, à quelle sauce on allait être mangé. Mais quelle problématique? Il y a pas de problématique. Aucune. Donc voilà, très tôt, je m'y suis intéressé. Ça, c'était quoi? C'était 2016. 2016, ouais, où du coup, j'ai cherché des solutions pour créer des revenus alternatifs, en fait, pour me dire, finalement, quand je serai en retraite, j'aurai au moins ça de sécurisé. Et l'investissement immobilier qui est apparu en premier lieu, avec l'investissement rentable aussi, le fait de pouvoir racheter des biens IMO sans devoir attendre forcément la fin du crédit pour commencer à générer du cash flow. Et donc ça, effectivement, l'état d'esprit forcément évolue, on voit il y a des possibilités, tu te rends compte que ça fonctionne, pas que sur le papier, quand tu fais tes projets. Donc ouais, ça m'a vraiment fait passer de cet état d'esprit-là de salarié où tu vas gagner ton salaire à commencer à développer une autre source de revenus ou d'autres sources de revenus. Et De un virement entrant par mois à plusieurs. C'est ça, je trouve, le principal changement au début. C'est qu'au début, t'es payé qu'une fois par mois. Et puis ouais. après, en fait, t'as plein de paiements, quoi. Alors, bon, c'est pas toujours les mêmes montants, mais c'est vrai que c'est totalement, je sais pas, une autre façon de penser, quoi. Bah ouais, mais dans ton Ouais. inconscient, forcément, ouais, tu te dis, finalement, il y a Mmh. autre chose à faire. Et du coup, c'est un petit peu aussi ce qui m'a fait quitter mon poste, en fait. C'est à la base, enfin, moi, j'avais des primes qui étaient versées sur la base d'objectifs qu'on s'était définis, avec ma directrice juridique. Et la dernière année, en fait, elle vient me voir, elle me dit, très bien, Julien, t'as explosé tes objectifs, mais on va diviser ta prime par deux. J'ai fait what? C'est là où j'ai senti que en fait j'avais pas le contrôle, pas du tout le contrôle sur ce qui m'arrivait et puis la valeur que je pouvais créer, enfin ou apporter à l'entreprise. Et du coup je me suis décidé à passer entrepreneur pour pouvoir maîtriser un peu plus ces aspects-là, quoi. OK. Et du coup, ça commence quoi? Tu cherches la société quand tu as encore ton job, je suppose. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aurais fait.
C'est comment, voilà, ça a l'air tellement vaste en fait, à la fois en termes de secteur, de géographie, de taille de société. Est-ce qu'on en achète une, plusieurs? Comment tu as défini un peu la cible en fait? Ouais. Alors oui, enfin j'ai regardé hein, quand j'étais encore en poste, bah, j'ai commencé à regarder effectivement, à me pencher en profondeur sur le sujet, sachant qu'après moi j'étais enfin juriste d'affaires, je m'occupais aussi des opérations de fusion-acquisition au sein des boîtes dans lesquelles je bossais, donc en termes de négociation de deal et structuration de deal, c'était un petit peu mon quotidien. Donc j'avais À une cette échelle différente, je suppose, par contre. à une C'était échelle différente. Ouais, c'était mmh. des gros deals. Enfin ouais. J'ai déjà négocié des deals en milliards, enfin, sur les appels d'offres Mmh. éoliens en mer en France. Là, enfin, c'est une autre échelle. Là, on parle plutôt d'entreprises qui génèrent entre 800 000 et 10 millions de chiffres d'affaires. Et du coup, on peut avoir des valorisations entre 200 000 et 2 millions, 3 millions, voire 5 millions d'euros. Donc pas du tout la même échelle. Et quand on commence, bah, il faut pas s'attaquer. C'est un peu comme en IMO aussi. Hein. On commence à par se tester. On va pas Mmh. attaquer à racheter une boîte qui fait 20 millions parce que bah, s'il y a un problème, après on se met en difficulté. Donc comment j'ai procédé? L'idée c'était de me dire que je voulais créer des synergies, une sorte d'écosystème en fait autour de mon activité d'investisseur immobilier. Moi, j'avais une compétence aussi en juriste sur des projets de construction. Donc j'avais des éléments aussi sur la rédaction du contrat, la gestion des sous-traitants, enfin le project management. Donc ça, c'est des compétences que j'avais. Donc j'ai posé ça sur papier et je me suis dit, bah, finalement, ce qui fait sens pour moi, c'est une entreprise de rénovation, construction ou dans le secteur du bâtiment. Comme ça, bah, je vais être en mesure aussi de bah, enfin, faire avancer de quelque sorte, enfin en quelque sorte, mes projets IMO aussi perso, Mmh. de se dire que bah, plutôt que de payer un artisan, au final, bah, je vais aller faire financer un projet par la banque et puis je vais payer mon entreprise. Donc en fait, je Mmh. suis payé deux fois au lieu d'une Yes. seule. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, c'est réfléchir un peu à l'écosystème en fonction de mes compétences, mes expériences et puis de là où je veux aller plus tard. Mmh. Et puis après, ben, chercher dans mon secteur géographique aussi, autour de moi, à 1 heure autour de chez moi. Donc, j'ai commencé à regarder pour des entreprises. OK, et ça, je pense que c'est un très bon point, qu'on peut dire, c'est que peu importe la taille d'investisseur que tu es, ça va être très difficile de monter une boîte de construction juste pour s'occuper de tes biens. Parce que, bah, voilà, de toute façon, en plus, c'est cyclique et puis après, tu as besoin, d'un sanitaire, mais il est pas tout tu as pas besoin tout le temps et puis alors que là, toi, en fait, la société, elle tournait déjà et en gros, tu vas juste orienter, Ouais. certains chantiers vers les tiens. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à l'aspect, l'argent de la banque pendant 20 ans. C'est un peu comme quand tu as des subventions ANA, là, parfois tu peux acheter un bien, complètement le financer. En fait, tu touches la subvention jour zéro quasiment, ou jour Mmh. 1 an, quoi. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un moyen d'avoir de l'argent tout de suite qu'on rembourserait plus tard. Ok, super. Et donc, on fait quoi? On toque aux portes, on va voir. Il y a parce que je suppose, surtout dans la construction, c'est pas un secteur trop digitalisé. Je pense pas qu'il y a l'entrepreneur qui est sur les chantiers tous les jours qui va aller sur des plateformes comme ça existe pour les sites internet, par exemple. Je sais qu'il y a il y a des plateformes de revente de sites internet. Donc, comment on fait globalement Ouais. dans dans l'absolu? T'as plusieurs méthodes. T'as effectivement, tu l'as dit, t'as des plateformes spécialisées aussi, un peu comme à la manière de l'immobilier, se loger, enfin, ou Mmh. des plateformes bien ici ou autres. Là, t'as des plateformes qui s'appellent Session PME, Fusac, t'as Captain, enfin, t'as des plateformes qui vraiment mettent en avant des annonces de session. Ok. Comme en immobilier, du coup, bah, ces annonces, elles sont accessibles à tout le monde aussi. Elles deviennent Mmh. publiques, donc forcément, tu vas être en concurrence potentiellement avec d'autres repreneurs. Alors, je le dis entre guillemets parce que aujourd'hui, dans les projets, bah, des repreneurs sérieux, il y en a pas tant que ça, et on a une tendance plutôt à avoir, enfin, ça va devenir de plus en plus parce qu'on a aussi des baby boomers qui sont dirigeants d'entreprise, qui cherchent à vendre leur entreprise et qui ne trouvent pas de repreneurs. Et donc, du coup, on va avoir plus d'offres que de demandes. Mais on a ces plateformes-là qui sont accessibles à tout le monde. Et du coup, c'est pas là où on va faire les meilleures affaires généralement.
Donc l'idée, c'est d'aller faire du démarchage direct aussi. Tu vas aller contacter l'entreprise en direct. Aujourd'hui, avec Internet, on a des outils qui nous permettent d'obtenir plein d'informations utiles, et Notamment notamment l'âge du dirigeant, c'est assez simple à obtenir, hein. ouais, l'âge du dirigeant, enfin du coup le dirigeant aussi, enfin Ouais. l'identité du dirigeant et puis l'adresse de la société. Donc tu peux envoyer un courrier, tu peux appeler. Quelque chose qui est sous-coté et que je répète souvent aux membres que j'accompagne aussi, c'est faire de la prospection, aller directement sur place parce que dans les zones industrielles ou artisanales, tu as plein d'entreprises qui nous entourent en fait et on se rend pas compte. On se rend pas compte quand on passe tous les jours au milieu. Là, on se dit pas, ben, tiens, cette boîte, elle fait 1 million de chiffre d'affaires. Le dirigeant, il a 62 ans. Cette Mmh. boîte, elle fait 1,5 million. Le dirigeant, il a peut-être envie de partir parce qu'il veut déménager. Je parlais tout Mmh. à l'heure des raisons qui poussent à céder. Souvent, enfin, la première approche, c'est se dire, ah ben, si le dirigeant, il vend sa boîte, c'est parce qu'elle va mal et il faut la redresser. Alors que pas du tout, en fait. Comme en IMO, tu as plein d'événements de vie qui font que le cédant, à un moment donné, il va se dire je vais vendre ma boîte parce que soit il divorce et il veut plus gérer la boîte, soit il veut déménager, soit il a un autre projet, il veut prendre son cash, soit il veut partir en retraite comme on l'a vu tout à l'heure. Donc tu vois, tu as plein de possibilités qui font que des boîtes sont à vendre et pas forcément uniquement les boîtes qui sont sur les plateformes, mais aussi des boîtes que tu vas aller sourcer en direct, ce qui va te permettre toi de négocier avec le dirigeant directement et ça, c'est beaucoup plus simple. OK. Donc une fois que tu as le contact, voilà, tu as un prospect et tout, c'est ce quelle est la démarche ensuite? Tu essayes de d'abord tu demandes est-ce qu'on pro normalement, enfin moi ce que je ferais en tout cas, j'analyserais les bilans, les comptes de résultats. Après je regarderais un peu la société. Est-ce qu'elle a 1 client, 10 clients, 100 clients? À quel point elle est dépendante d'un marché ou non? Est-ce que c'est enfin, voilà, enfin, je me verrais pas genre toquer à la porte. Bonjour. Bon, après, les bilans, ils sont publics, hein, Mmh. mais parfois, on Non, sait pas qu'ils tous, les, mais oui. voilà, déjà, ils sont pas toujours déposés. Et puis, en plus, il y a des comptes de résultats abrégés pour beaucoup de sociétés de cette taille, donc tu peux pas tout voir. Donc, ouais, c'est quoi la suite? Comment tu rentres c'est quoi l'étape d'après? Une fois qu'il dit, OK, super, merci Julien, je veux bien vous vendre. Donc, je Mmh, suppose qu'il va te dire, ça coûte 30 millions d'euros. Toi, tu vas lui dire, ça coûte plutôt 50 000 euros. c'est ça. Voilà. C'est- Ouais, non, mais dans le process, effectivement, tu as le contact du dirigeant et puis la première chose, ça va être de recevoir au moins les 3 derniers bilans. Donc, de lui demander enfin, on signe un accord de confidentialité pour protéger Mm. les données, pour empêcher que tu divulgues les informations à n'importe qui. Le dirigeant, il va t'envoyer ces 3 derniers bilans. Comme ça, toi, ça te donne une visibilité sur au moins les 4 dernières années. Tu peux faire un premier travail d'analyse de façon assez générale pour te dire ah bah là cette entreprise ça peut être intéressant ou au contraire c'est pas intéressant du tout. Euh, Parce que il y a des très belles boîtes, ça on s'en rend pas compte. Il y a vraiment des très belles entreprises qui dégagent du cash tous les jours, mais il y a aussi des boîtes qui vivotent. Donc il va falloir faire le tri entre ces deux catégories et du coup, avec ces premiers éléments liés au bilan, là, on va se dire, potentiellement, ça peut être intéressant ou pas. On va signer soit ce qu'on appelle une LOI avec le dirigeant. C'est en gros, c'est un accord pour se dire, on va aller négocier un contrat de vente ou un contrat d'achat. Ou alors, moi, je préfère passer par des offres d'achat directement parce que ça va contraindre le cédant en fait, où lui va se trouver engagé et nous, un peu à la manière de l'immobilier, on va se trouver engagé également, mais sous conditions suspensives, notamment d'obtention d'un financement si on passe par un financement bancaire et de réalisation des audits. T'en parlais. On va creuser en fait, on va pas s'arrêter au bilan, on va aller regarder si l'entreprise correspond bien à ce qu'on veut acheter et si ce que le dirigeant en fait nous a expliqué correspond bien finalement à ce qu'il a dit. Mm. Donc on va aller regarder, lui demander un ensemble de documents et on va regarder est-ce qu'il a les bonnes assurances, est-ce que il a pas trop de sinistres quand on est dans le domaine du bâtiment par exemple, super important. Enfin, c'est quoi la sinistralité des chantiers? Si tu as une boîte qui tous les 4 matins a des sinistres sur les chantiers, ça veut dire qu'ils exécutent mal le travail.
Ça veut dire que bah, du coup les clients sont pas contents. Et ça veut dire potentiellement qu'il y a des litiges derrière qui se cachent aussi. Mmh. Donc on va analyser ces éléments-là. On va regarder si le bail commercial aussi, bah, pendant combien de temps il est en vigueur et jusqu'à quand. Enfin, est-ce que on va pas se faire impacter par des loyers qui sont valorisés? Euh, on va regarder, super important aussi, le niveau de dépendance du dirigeant, parce qu'aujourd'hui, tu as des entreprises souvent qui ont été construites sur la base d'un technicien en fait. C'est un mec qui avait la compétence métier, il savait faire, il a voulu monter sa boîte. Et du coup, il a monté sa boîte, mais il se retrouve à devoir tout gérer au quotidien. En fait, en Mmh. gros, il a 5 casquettes. Et donc l'idée, nous, c'est pas de racheter une boîte qui est dépendante du dirigeant parce que derrière, bah, finalement, tu peux te retrouver avec rien du tout. Tu rachètes une boîte Mmh. et si le dirigeant il part et que ça fonctionne plus, bah, il y a aucun intérêt en fait. Bien Donc, sûr. voilà, on va regarder en détail tous ces éléments dans ce qu'on appelle bah, la phase d'audit ou due diligence en anglais. Donc on se laisse une phase de 1 mois et demi, 2 mois, en fonction de la difficulté, enfin ou de la complexité de l'entreprise, pour analyser tous ces aspects-là. Le commercial, t'en parlais aussi. Est-ce qu'il a un seul client? Est-ce qu'il a des contrats récurrents? Enfin, on va creuser en détail pour voir si finalement on veut s'engager, aller au bout du deal. Mmh. Et une fois qu'on a fait tout ça, et ben on va signer l'acte d'achat. OK. Bah, j'ai plein de questions, bien sûr, c'est un sujet super intéressant, hein. Du coup, la première, c'est quel est entre guillemets «le taux de» tu vois, par exemple, moi, je dis souvent dans l'immobilier, il faut regarder 200-300 annonces pour après en sélectionner peut-être 50, appeler, après tu as 20 visites et à la fin tu as acheté 1 ou 2 biens. Sauf que tu peux pas le faire à cette vitesse-là, il y a trop de autant une annonce, c'est vite vu, autant là, il y a trop d'éléments, pour, bah, tu peux pas, voilà, tu vas pas faire ça sur 20 ou 30 sociétés en même temps. Donc c'est ouais, quel est un peu ton taux de réussite ou de completion, je sais pas comment on dit, entre, voilà, tu arrives à c'est LOI, c'est letter of intention, je suppose? Enfin, ou offre Letter of d'achat. intent, ouais. Ouais. Et et puis, bah, quand qu'on va vraiment au bout, quoi. Et Closing à quel effect. point Ouais. tu sais, tu connais les sunk costs, les sunk costs là, je sais pas comment on dit en français. En fait, c'est les coûts Duplication. irrécupérables. Genre une fois que t'es engagé, bon bah t'as fait la due diligence et tout. À quel point bah tu sais sortir, c'est de plus en plus dur quoi. Hum. T'as Donc le biais d'engagement aussi. ouais voilà, c'est ça, le biais d'engagement. Donc Et ça, ouais. ouais, t'as raison, il faut être vigilant parce que Mm, effectivement, quand t'es impliqué dans un deal, dans l'analyse d'un deal, plus tu avances et plus tu vas te sentir engagé justement à mm, closer au final. Et après sur les statistiques que tu mentionnais, alors moi j'ai une approche un peu, enfin différente. J'ai toujours fonctionné comme ça. Enfin même tu vois quand je cherchais un job, enfin, j'envoyais pas 50 000 CV aussi. Enfin, je préfère vraiment trier, mettre des gros filtres à l'entrée pour se concentrer sur vraiment l'essentiel. Et quand on avance sur un projet, en fait, se dire, bah, finalement, on est quasiment certain d'aller au bout, quoi. ok. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de de l'offre d'achat, enfin, ou de la LOI. Enfin, moi, je signe une offre d'achat, comme ça, c'est un engagement. Si le cédant il veut se rétracter, bah, j'ai des armes pour le forcer entre guillemets, parce que enfin, dans les faits on va jamais le faire, mais au moins pour mentalement l'impliquer. Et puis l'offre d'achat en fait ça va être quasiment ce qu'on va retrouver dans l'acte de cession finale. Ok. Comme ça, bah, tu as déjà négocié en fait au préalable tous les points. Parce que comme tu me dis, si pendant, enfin, tu t'occupes de faire l'audit et ça peut mobiliser des fonds, tu Mm, passes par un comptable, tu passes par un avocat, tu passes par un autre expert. Du coup, tu vas engager des fonds que tu peux perdre à la fin si le deal se fait pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de se sécuriser et de se dire, voilà, lui, il est engagé. On s'est mis d'accord sur les éléments principaux. L'acte de cession, finalement, ça sera juste une formalité et ça viendra mm, confirmer nos audits ou pas. ok. Donc, je travaille plutôt comme ça. Mais après, c'est vrai que bah, plus tu as de leads entrants, plus tu as analyse de deal et forcément, plus tu as de chances de closer un deal par la suite. Mais ça peut entraîner ben, beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses pour rien parce que bah, ça arrive effectivement que le deal capote à la fin. Mm, Donc ouais, il faut savoir se recentrer sur l'essentiel. Et après, tu pourrais, enfin moi, la première, j'ai dû analyser une dizaine de boîtes, tu vois, mm, une dizaine de bilans avant de signer la première. ok.
Et ça, bah, moi, j'ai fait une longue formation, plus après des cours de évaluation d'entreprise. Et souvent, on le dit, il y a plein de techniques, hein, les multiples, les cash flow actualisés, les comparables. Mais on dit, une société, ça vaut ce que quelqu'un est prêt à la payer. Donc ça, et c'est pareil pour votre appartement, hein. S'il fait 100 mètres carrés et que ça coûte 4 000 € le mètre carré, s'il y a personne qui l'achète à 400 000, bah, peut-être qu'il vaut que 300, hein. Donc c'est, Exactement. Ouais. ok, ouais. Donc, ouais, au moins, Ouais, tu l'as bien dit. Enfin, c'est vrai, vraiment, au final, c'est le prix de vente qui va être sur lequel vont se mettre d'accord le cédant et le repreneur. Et comme je le disais tout à l'heure, les cédants sont pas forcément en position de force. hmm. Euh, Il y en a et donc, beaucoup qui ferment leur société. Au bout d'un moment, bah voilà, ils sont trop âgés, ils veulent plus, et puis du coup, ils alors sont qu'elles sont partis. rentables. Ouais. C'est ça qui est dingue en fait. Les boîtes sont rentables et ils ferment leur société. Mais moi, ça m'arrive tous les jours de discuter avec des mecs ils ont 65 ans, 68 ans, ils sont toujours dans la boîte. Enfin, Ah, donc ouais, ils ont envie de lâcher à un moment donné ces mecs-là. hmm. Donc, tu trouves des solutions. Et c'est toujours l'offre et la demande. C'est un peu comme les professions libérales. On le voit bien. Il y a des patientèles ou des clientèles qui se revendent et d'autres. Je pense la plupart des avocats, par exemple, ils peuvent pas revendre leur clientèle ou très peu. Là où ben, des pharmacies, par exemple. Bon, après c'est un peu plus structuré, mais ta pharmacie, tu la revends avec un gros multiple, hein. Souvent, ça fait une bonne retraite. Donc voilà, c'est toujours l'offre et la demande. Pourquoi? Parce que les pharmacies, ben, c'est un nombre limité. Voilà. Ok. Mm. Et donc, je pense, on n'en a pas parlé, mais le but, enfin, quand tu fais tes audits et tout de la société, c'est quand même de savoir assez tôt ce que tu vas en faire, peut-être, non? Est-ce que tu vas un peu tu sais, il y a la matrice, tu connais la matrice, la vache à lait, matrice BCG, je sais plus quoi. En gros, tu as des sociétés qui ont des potentiels de croissance, des sociétés qui crachent tout simplement de l'argent, et puis d'autres qui sont en moins bonne posture. Est-ce que, ouais, à quel moment tu te dis, bon, celle-là, je vais la garder, et puis, ben, je vais profiter, je vais la faire tourner, et puis ça tournera le temps que ça tourne? Ou, est-ce que tu te dis, est-ce que d'ailleurs, c'est dans tes stratégies d'acheter, améliorer, revendre? Et du coup, à quel moment tu te dis ça? Est-ce que tu te dis ça dès le départ ou est-ce que tu te le dis plus tard en fonction un peu, une fois que tu es déjà dans la boîte et que bah voilà, que tu te dis, bah peut-être cette société j'en ai assez ou alors elle a vraiment un gros potentiel ou alors tu vois le potentiel de croissance, mais toi entre guillemets t'as pas envie de t'y investir à ce moment-là ou t'as peut-être pas les compétences. C'est pas la même chose de d'amener une société de 1 à 2 millions que de 2 à 20. Ouais. Ouais. Plein de plein de sujets intéressants dans tout ce que tu viens de dire, plein de points à aborder. Mais déjà pour commencer, enfin, je te dirais, enfin, en fait, il suffit d'une seule entreprise. Pour Mmh, beaucoup de personnes, il suffit de racheter une seule entreprise, une boîte qui dégage 200 000, 300 000, voire 500 000 euros de résultats chaque année. Ça change la vie d'un salarié, hein, mmh. potentiellement. Donc, si tu trouves cette entreprise, déjà, ça sera vraiment excellent. Et donc ça, tu vas la garder, tu vas la développer. Enfin, tu vois. Surtout, enfin, ce qu'on veut faire, c'est assurer la transmission, la passation, et faire en sorte de faire Du aussi bien. cédant vers toi, c'est ça, hein, Ouais, la transmission. voilà. Ouais. Le cédant s'en va, donc il nous vend Mmh. l'entreprise. Généralement, on va prévoir une période d'accompagnement, donc où il va être là pendant 3, 6 mois ou plus longtemps. On peut le définir d'un commun accord pour que lui, il nous accompagne dans cette transmission, qui nous enseigne un peu son savoir-faire, qu'est-ce qu'il faisait au quotidien pour faire fonctionner l'entreprise. Et c'est là le vrai intérêt en fait du rachat, c'est que enfin, quand on rachète un actif qui fonctionne, on a envie qu'il continue de fonctionner derrière. Euh, donc, euh, donc déjà, enfin notre premier travail, ça va être de s'assurer de cette transition et faire en sorte de faire aussi bien que le cédant. Et quand tu as fait ça, en fait, finalement, tu es déjà quasiment gagnant. Parce qu'on a Parce que toi, préparé. ton prix, tu l'as défini en fonction des résultats de la société, quoi. C'est ça, ouais. Enfin, tu en as parlé vaguement. Il y a plus de 150 façons de valoriser une entreprise. Mais nous, véritablement, en tant qu'investisseurs, on va regarder le retour sur investissement. Et pour ce type d'entreprise qu'on cible là, on va aller les racheter entre 2 et 3 fois le multiple de l'EBE. Ce qui fait que en Le 3 ans, BE, excédent brut d'exploitation. ouais, c'est ça.
Mmh. Donc en gros, l'ensemble de ce que C'est un peu le les résultat revenus. opérationnel, on va dire. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, parce que Mmh. les revenus de la boîte, moins l'ensemble des charges, on tient par compte de l'amortissement et puis de l'impact Des- financier Et des impôts. réel. Voilà. En gros, on Mais exclut les impôts, le financement et les amortissements, c'est ça. et on garde tout le reste, donc tous les revenus, et on enlève toutes les charges, y compris les charges de personnel, charges de matériel, charges de services, tout ça. Hmm. Ouais. Voilà. En gros, enfin, c'est effectivement c'est la capacité de l'entreprise à générer du cash. C'est ce que Mmh. l'entreprise dégage en cash sur une année complète. Donc nous, on va utiliser un multiple de 2 à 3. Sur des plus grosses structures, on peut aller jusqu'à 5, 6, 7, même 10. Enfin, il y a des fonds d'investissement qui rachètent des grosses structures avec des multiples de 10 à 12. Euh, donc, du coup, notre retour, notre visibilité, c'est sur 3 ans minimum, c'est de se dire, voilà, au bout de 3 à 4 ans, j'ai amorti, en fait, j'ai mon retour sur investissement, et ce que dégage l'entreprise, en fait, c'est pour moi. Donc ça, c'est déjà une excellente opération. Après, en fonction de l'entreprise aussi, on va pouvoir mettre en place différentes stratégies. Donc, une seule entreprise, c'est bien. Tu peux aussi avoir la volonté de faire ce qu'on appelle un build-up, c'est-à-dire racheter plusieurs entreprises dans le même secteur d'activité pour construire un mini-groupe. Et de cette façon, en fait, alors, théoriquement, tu additionnes les différents EBE ou EBITDA des entreprises. Ça te fait un EBE consolidé important qui va te permettre d'intéresser les fonds d'investissement à la revente. C'est-à-dire qu'un fonds d'investissement, il va regarder si l'ensemble de tes entreprises réalise 2 millions d'EBE en consolidé. Eux, ils vont s'intéresser à la boîte et ils vont pouvoir potentiellement racheter avec un multiple de 10, comme on disait, on en parlait tout à l'heure, qui Mmh. fait que toi, tu rachètes avec des multiples de 2 à 3 tes 10 entreprises et tu revends avec un multiple de 10. Et là, au bout de voilà 5 ans, 7 ans, tu as vraiment consolidé un gros patrimoine et tu as généré beaucoup de cash. Donc ça, c'est une Ok. autre stratégie. Ok. Après, enfin, dans les boîtes qu'on vise aussi, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est de se dire que ces boîtes-là, souvent, elles n'ont pas fait le pas non plus de la transformation digitale. C'est-à-dire que le dirigeant, il va te dire, ah moi, ma boîte, elle fonctionne bien, ça fonctionne que par le bouche à oreille. Et donc ça, pour nous, c'est un super indicateur parce que si ça fonctionne par bouche à oreille, si nous, de notre côté, on développe des stratégies d'acquisition avec les réseaux sociaux, tels qu'on connaît maintenant, avec de la publicité ciblée, avec du SEO, Google, pour un site web, et ben finalement quelque chose qui fonctionne très bien, qui dégage du cash aujourd'hui, on va pouvoir le transformer en quelque chose qui explose derrière avec ces stratégies d'acquisition. Ok. Et je pense un conseil qu'on peut donner, c'est quand tu t'achètes quelque chose, pense toujours à qui peut te le racheter. Enfin, moi, enfin, en tout cas, c'est toujours un point que j'ai. Et c'est vrai que les sociétés, souvent, on pense les fonds, ils sont très cupides et tout ça, mais en fait, eux, vu qu'ils sont tellement gros, ils vont pas pouvoir aller. Pourquoi un fonds, il achète pas un appartement à Vesoul à 30 000 euros qui dégage 15% de cash flow? Bah, parce que lui, il doit placer 200 millions. Donc, s'il commence à y aller à coût de 10 000 euros, ça va pas aller. Et du coup, souvent, c'est au détriment de. En fait, ils recherchent moins de rentabilité que un particulier, surtout un particulier qui aurait pas d'argent, comme nous tous au départ. Ok, trop intéressant. Et un point, je pense important, c'est justement le financement. Je suppose que il y a à la fois, soit on peut payer comptant, soit on peut, parfois la société, elle peut nous faire crédit, un crédit vendeur, je pense que ça Mhm. s'appelle, ou alors par la banque. C'est quoi les modes d'acquisition et puis peut-être dans les gens que toi t'accompagnes et toi, quelle est pas la norme parce que bon, on est trop petit pour le voir, mais voilà, comment, qu'est-ce qui est le plus courant, on va dire. Ouais. Donc, il y a beaucoup de parallèles avec l'immobilier. C'est ça qui me plaît aussi, c'est que quand tu Mmh. finances un projet de rachat, tu peux le faire effectivement, soit avec tes fonds propres, mais là tu l'as dit, c'est pas intéressant parce que t'as pas l'effet de levier. Et après, quand tu commences à mobiliser des sommes de 100 000, 300 000, 500 000 euros de trésor pour les reconstituer derrière, ça peut mettre un petit moment.
Euh, Le but, c'est pas vraiment, c'est la capacité de la société à dégager du cash, mais il va pas revenir dans votre poche aussi vite, quoi. Si vous sortez 500 000 euros et que c'est équivalent à 2-3 ans de BE, dans 3 ans, vous aurez pas les 500 000 qui seront revenus juste de base de l'exploitation, parce que bah il y a le financement, il y a les impôts, il y a... Ouais, Ouais. c'est ça exactement. Et du coup, ben, on va aller chercher la deuxième méthode classique, je dirais, c'est ce qu'on appelle le LBO, le Break Buyout en anglais. Enfin, c'est en gros, c'est un financement où on va aller créer une holding au-dessus de la société qu'on veut racheter. Bah, cette holding, elle va aller chercher un financement bancaire et la banque en fait va financer tout ou partie de l'acquisition. Alors aujourd'hui, du financement à 100%, c'est pas forcément évident. Ça s'est pratiqué aussi, comme dans l'IMO. Mais généralement, la banque aussi, elle va demander un apport. Alors, on entend souvent entre 20 et 30% d'apport. Moi, je préfère me concentrer sur la société opérationnelle cible, trouver une boîte très rentable acheter à un très bon prix, ce qui fait qu'on va venir diminuer ce montant, son besoin de financement en apport plutôt autour de 10%, 5 à 10%. Et ce montant-là, on peut aussi le compléter par différents prêts d'honneur aujourd'hui qu'on a. Donc, on a le réseau Initiative, le réseau Entreprendre. On a même Total aussi qui finance des prêts d'honneur pour de la reprise d'entreprise. Donc, ça peut être super intéressant en fait. Tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, ces prêts d'honneur? Ouais, bah alors que c'est du coup, enfin c'est un réseau d'entrepreneurs auquel tu vas adhérer. Tu vas te faire accompagner par d'anciens dirigeants d'entreprise et eux vont bah, t'apporter aussi leurs compétences, leur savoir-faire, te mettre en relation avec des dirigeants d'entreprise aussi, avec potentiellement des cédants. Et puis toi, tu vas te donner aussi un peu de ta personne en repartageant du coup derrière, en allant aux différents événements, voilà, en faisant des présentations aussi pour bah, créer un peu ce cercle vertueux entre entrepreneurs. Et eux sont en capacité, en fait, aux côtés ben, d'un établissement bancaire, aux côtés de BPI aussi, qui est un gros acteur sur le marché de la reprise en France. Donc, on a la Banque publique d'investissement qui peut prêter de l'argent, qui peut aussi mettre en place des cautions pour éviter d'avoir des cautions personnelles sur les prêts. Et en complément, bah, ces fameux prêts d'honneur qu'on peut utiliser aussi, où là, c'est plutôt bah, le réseau d'entrepreneurs qui va te prêter de l'argent à toi, personne physique. Et toi, personne physique, bah, tu vas apporter cet argent en compte courant pour réaliser l'opération. Et puis après, tu devras rembourser ce prêt d'honneur suivant un échéancier défini et des conditions bah, sans garantie pour le coup ici. Ok, Donc très intéressant. ça c'est les leviers principaux. Euh, Et les prêts, c'est quoi, sur 7 ans maximum? Souvent, on dit alors, ça. ouais, les financements, ça se fait sur 7 ans. Ouais. C'est pour ça aussi que, enfin, c'est un gros accélérateur par rapport à l'immobilier, où nous, on part sur du financement à 20 ans, voire 25 Hmm. ans pour certains investisseurs IMO, alors que là, en fait, bah, sur 7 ans, tu amortis beaucoup plus vite, avec davantage de cash. Donc du coup, ouais, c'est un peu un accélérateur. Donc ça, c'est les financements classiques. Et après, ce qui est intéressant aussi avec le rachat, c'est que tu vas t'appuyer sur un actif. On rachète en fait un actif et quand tu crées une startup, tu pars de zéro. Bah, c'est assez compliqué d'aller trouver des financements parce que t'as rien. Alors que Il n'y a pas de sur, garantie, en fait. ouais, t'as pas Parce de que c'est le gros garantie, avantage de l'immobilier, vu qu'il y a l'appartement en face, c'est pour ça qu'on te prête une grosse il y a partie du du montant, matériel, c'est ça. parce que s'il faut, on peut liquider l'actif. Ouais. Ouais. Et avec l'entreprise, c'est pareil. Du coup, tu peux avoir des stocks, tu peux avoir des machines, des équipements, tu peux avoir des Des immeubles. véhicules, des immeubles aussi, de l'immobilier, Hmm. certaines boîtes. Et ça, c'est une stratégie aussi vraiment énorme aussi de cumuler bah, le local d'entreprise, enfin l'immobilier d'entreprise Hmm. et puis le rachat de titres. Donc la banque ou d'autres organismes aussi de financement qui peuvent faire du refinancement, du leaseback, on appelle, peuvent aussi te financer des lignes de crédit, enfin ou de l'argent qui te permettent toi de bah, structurer le deal en fait. Moi, j'aime bien le voir comme une pyramide, c'est-à-dire qu'on va structurer le deal, on va assembler plusieurs blocs en fait, plusieurs sources de financement pour être en mesure de racheter l'entreprise. Alors avec ou sans argent personnel. C'est le truc, c'est que tu as cette capacité à te baser sur l'actif pour pouvoir réaliser des opérations sans forcément mettre beaucoup d'argent personnel, voire pas du tout dans certains cas.
Et t'en parlais, OK. il y a le crédit vendeur, t'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un mode de financement aussi. Alors, c'est le vendeur qui va remplacer la banque, c'est-à-dire que on va faire un sort de contrat de prêt avec le cédant. On va lui dire, ben voilà, l'entreprise, elle vaut 500 000 euros. Donc, on se met d'accord sur 5 ans. Moi, je vous rembourse 100 000 euros tous les ans. Et en fait, l'entreprise qui génère 200 000 euros de résultats, on va en consacrer 100 000 euros, donc la moitié tous les ans, pour rembourser ce crédit vendeur. Et c'est comme ça qu'on peut structurer les deals. Alors ça se fait un peu en immobilier, c'est pas forcément monnaie courante, mais dans le monde du rachat d'entreprise, c'est un peu plus courant. Mmh. En immobilier, ça existe aussi, hein, je pense que ça s'appelle le crédit vendeur hypothécaire, mais Oui, je connais pas très bien le sujet. Hem, OK et après, bah, il y a, comme on dit, l'éléphant dans la pièce, c'est, gérer la société tout simplement. Enfin, autant mettre une annonce sur Le Bon Coin et puis trouver un locataire, à Paris, ça peut se faire avec 2 de renta. Autant, bah, gérer la boîte avec, bah, voilà, on sait, on peut lever de la dette. Après, le levier, hein, on sait, il part dans les 2 sens. Donc, voilà, c'est pas tout à fait, les mêmes risques, la même volatilité et tout ça. Hem, Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il faut avoir déjà des compétences sur le sujet? Est-ce que, bah, vu que tu as l'équipe qui est déjà en place, ça va suffire? Est-ce que, voilà, comment on se plante pas en fait tout simplement quand on rachète une boîte, indépendamment du prix qu'on l'a payé? ouais, 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 c'est super important. Enfin, on parlait de la transition tout à l'heure, et là, tu as deux approches. Tu as l'approche opérateur, où c'est toi qui as envie de gérer l'entreprise au quotidien. Donc, il y a des personnes qui veulent se reconvertir, elles sont salariées, elles veulent bosser dans le même domaine d'activité, elles ont les compétences et elles vont du coup reprendre une entreprise et se substituer aux dirigeants sortants. Et on a parlé tout à l'heure de la phase aussi de passation. Donc, on peut prévoir un accompagnement du dirigeant pendant une durée qu'on va déterminer. Et ça, c'est du coup, je te dirais, le meilleur apprentissage parce qu'on apprend dans les écoles de commerce ou ailleurs dans les écoles, c'est vraiment du théorique. Là, on est en pratique avec le dirigeant et on fait en sorte que lui nous passe son savoir-faire. Donc, on va monter en compétences et on va pouvoir prendre la direction de l'entreprise et la gérer comme lui la gérait auparavant. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité après, c'est de mettre en place un gérant. Donc là, adopter une casquette de repreneur investisseur, donc qui parle peut-être davantage aux investisseurs immobiliers qu'on est, c'est de se dire que c'est pas moi qui va gérer au quotidien l'entreprise, je vais mettre en place un DG ou un gérant qui lui a les compétences pour pouvoir amener l'entreprise là où on veut qu'elle aille. Et du coup, là finalement, ça sera pas le bon point. On va poster une annonce sur LinkedIn typiquement, et on a des profils de personnes qui ont déjà dirigé des business units, qui ont déjà dirigé des petites entreprises et qui veulent aussi pouvoir accompagner quelqu'un dans un projet de développement qu'on va lui vendre sur l'entreprise et la vision du groupe qu'on veut développer. Donc, on va mettre en place ce dirigeant et puis de cette manière, nous, on va pouvoir travailler sur la vision un peu plus globale du groupe, si on veut développer un groupe, sur les autres entreprises, sur continuer les acquisitions, pendant que le dirigeant, finalement, lui, s'occupe de la partie opérationnelle de la société qu'on rachète. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de pas regarder les trop petites entreprises. Il faut généralement Pour avoir avoir une assez de volume entreprise, pour ouais, payer. assez de volume pour pouvoir payer ce dirigeant, et une entreprise qui commence à faire 100 cas de BE, ça commence à être l'entreprise idéale, je te dirais, pour pouvoir structurer tout ça. Mmh. Donc, à 100 Parce cas que de souvent, BE, on retraite en fait en comptabilité, c'est un peu, ça a l'air technique, mais souvent les dirigeants, ils se payent pas à leur juste valeur. Alors soit trop, c'est rare, soit hmm, pas assez, c'est plus ça courant arrive souvent. et et donc en fait, après, il faut retraiter un peu le bilan comptable pour tenir compte du vrai coût d'un salarié qui ferait le travail du dirigeant, hem, pour, justement l'intégrer dans ton EBE. Parce que si tu as un EBE qui est très faible et qu'en plus le dirigeant, il se paye pas Mais depuis pas. des années, là, ça va pas aller, ça va pas fonctionner, quoi. Ouais, exactement. Donc, ouais, Mmh, c'est ça. On n'en a pas parlé, mais il y aurait tellement de choses à dire, mais ouais, mmh, les retraitements, ça fait partie de la phase d'audit où on se dit, mmh.
finalement, est-ce que le salaire du dirigeant, il est trop bas ou il est trop haut? S'il est trop haut, tant mieux pour nous. On peut retraiter dans Mmh. le bon sens. Ça veut dire qu'il y a du gras à l'échelle, enfin, dans l'opération. S'il est trop bas, il va falloir remettre un salaire normatif de dirigeant. Et du coup, ça va venir diminuer mécaniquement le BE et faire en sorte que finalement le deal est peut-être pas si intéressant que ça. Mmh. Mais du coup, enfin, dans le sens inverse, il y a beaucoup de dirigeants aussi qui se prennent 100, 150 000, 200 000 de REM chaque année OK, ouais. sur des petites PME comme ça. Donc, du coup, ça augmente notre capacité à financer le deal. Mmh. Et, euh, et après, ben voilà, enfin, nous, en tant que repreneur investisseur, si on met en place un DG, notre rôle aussi, ça va être de s'assurer que tout fonctionne bien, mais pas en étant impliqué au quotidien de l'entreprise, plutôt en développant des outils de suivi ou de pilotage de l'entreprise qui nous permettent ben, justement de vérifier que le dirigeant en place, il fait bien ce qui est nécessaire et que l'entreprise continue de bien fonctionner. OK. Bah, écoute, je pense qu'on a fait, un bon tour On a fait un de retour. tout ça. Super. Et donc toi, tu accompagnes des personnes qui voudraient faire ça. Comment on te contacte, si jamais on veut reprendre une société ou que, son travail à la défense nous plaît moyennement? Ouais. Ou même d'autres personnes. Enfin, là, j'ai accompagné Pierre justement là qui était, tu vois, il était conducteur de travaux en BTP. Il Mmh. vient de reprendre sa première boîte là qui fait 1,6 million de chiffre d'affaires et 230 000 de résultats. Il a mis zéro apport dedans et du coup il est juste refait en fait. Mmh. Sa vie elle a Bah, sa changé vie, elle quoi. va changer, ouais. C'est sûr, hein. Donc non, non, c'est ouvert à beaucoup de monde. Et pour me contacter, après, ben, j'ai un profil LinkedIn, donc Julien de Souza, enfin, trouvé Mmh. sur Instagram aussi. Et puis sinon, ben, la communauté repreneur. Donc j'ai un site internet repreneur.co et il y a un groupe Facebook aussi où il y a 15 000 membres sur le groupe là, donc repreneur et rachat d'entreprise. Donc, vous allez me trouver, ou je sais pas, je t'enverrai un lien, enfin quelque chose, mais voilà. Yes, qu'on mettra en description. Ouais, vous allez Et vous aurez une réduction avec un code Bye Bye Patron. OK, bah, écoute, ça me fait super plaisir, ça m'a fait super plaisir, je viens de parler de ce sujet, ça change un peu de l'immobilier. C'est encore une autre voie et on voit aussi où ça peut nous mener, quand on est investisseur, alors soit on ne l'est pas encore et on voit que ça va faire un premier step et puis c'est sûr que les multiples sont pas les mêmes, hein. Quand on achète un appartement à 10 de renta, déjà on est content et 10 ça met 10 ans et ça c'est hors fiscalité, hors changement et tout ça, hors travaux. Et là, en 2-3 ans, on peut payer une société qui ensuite nous fait 200 000, comme tu l'as dit, de BE. Après, c'est pas directement dans notre poche, mais ça commence à suffire. Quand on a déjà une société à 200 000 euros de BE, plus qu'on veut en racheter d'autres, plus qu'on a encore du locatif, plus qu'on a un conjoint ou une conjointe riche à millions. Voilà, sa vie, elle commence à être pas mal. Merci beaucoup, Julien. À très Merci à toi, bientôt. Thibaut. Bye bye. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu avec mon intro XXL. Petit rappel pour ceux qui sont membres de l'Académie des gros billets. Les dernières vidéos que j'ai sorties, je vous ai fait une masterclass sur la fiscalité immobilière via notamment les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. Et pas seulement, je vous ai aussi montré un logiciel très utile pour vous faciliter la comptabilité. D'ailleurs, c'est ce sur quoi je vais me pencher cette semaine. Et je vous avais fait aussi un point, sur comment je paye 0 impôt sur mes loyers et le fonctionnement des stop loss, en bourse, notamment sur les investissements risqués et comment ça m'a évité de perdre, quelques deniers. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à partager, à commenter et si, vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande d'aller écouter un des 2 derniers épisodes que j'ai publié, celui sur comment investir 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros et celui avec Christelle Félix sur comment ne pas payer d'impôts sur ses loyers. À très bientôt, prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets. Bye.